Ils n'ont pas demandé plus de temps, ils n'ont pas négocié le ton, ils ont agi. À la fin 2025, le Burkina Faso a achevé un projet que beaucoup jugeaient irréaliste. 50 000 logements construits, attribués, habités, pas annoncés, pas promis. Réel. Dans un pays que le monde avait classé depuis longtemps dans la catégorie des crises permanentes, cet acte a créé une rupture nette. Non pas symbolique, structurelle. Ce qui a suivi n'était pas de l'étonnement, c'était de l'inquiétude, car ce chantier n'était pas isolé. Il venait après des renégociations minières, après la rétention de revenus qui quittaient autrefois le pays sans résistance, après un refus explicite de suivre des prescriptions économiques présentées pendant des décennies comme incontournables. Le message implicite était clair, la dépendance n'était plus acceptée comme condition de survie. Au centre de cette séquence, Ibrahim Traoré n'a pas été mis en scène comme un sauveur, il a été utilisé comme un point d'ancrage, non pour expliquer, mais pour incarner un basculement, un État qui cesse de demander l'autorisation avant d'exercer son autorité, un gouvernement qui transforme la confrontation en méthode et la méthode en résultat. Ce choix n'a pas été improvisé, il a été accumulé, chaque audit, chaque contrat renégocié, chaque dépense réorientée a préparé ce moment. Ce n'était pas un geste émotionnel, c'était une stratégie de saturation, rendre le recul impossible en avançant trop loin pour revenir en arrière. Lorsque des ressources restent à l'intérieur, le discours change. Lorsque l'argent ne sort plus immédiatement, la politique cesse d'être abstraite. Et quand des maisons remplacent des tentes, la légitimité cesse d'être théorique. À ce stade, la question n'est déjà plus de savoir si c'était prudent. Elle est de savoir ce que cela déclenche, parce qu'une fois que la défiance produit des résultats visibles, l'obéissance cesse d'être la norme. Quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en septembre 2022, la réaction extérieure a suivi un scénario usé, condamnation rapide, alerte sur l'instabilité, un mot-clé répété jusqu'à l'épuisement, coup d'État. Mais à l'intérieur du Burkina Faso, la dynamique a bifurqué presque immédiatement. Traoré n'a jamais présenté sa prise de pouvoir comme une conquête définitive. Il l'a cadrée comme une correction, une rectification d'un système incapable d'assurer trois fonctions élémentaires: protéger, nourrir, retenir, protéger contre l'insécurité, nourrir contre la pauvreté, retenir les ressources qui quittaient le pays plus vite qu'elles n'y entraient. Dès 2023, ce cadrage s'est transformé en action mesurable. Le secteur minier a servi de premier test. Le Burkina Faso produisait des dizaines de tonnes d'or chaque année, mais l'État ne captait qu'une fraction des revenus. Ce n'était pas une anomalie récente, c'était un héritage contractuel ancien, normalisé, accepté par inertie. L'administration Traoré a rompu avec cette inertie. Audit, renégociation, révision simultanée de dizaines de concessions. Ce qui comptait n'était pas seulement le pourcentage récupéré, mais le signal envoyé. Les règles n'étaient plus figées. En redirigeant des centaines de millions de dollars vers les comptes nationaux, le pouvoir a déplacé le centre de gravité. L'argent a commencé à rester, et lorsqu'il reste, il oblige à décider. Ce choix a entraîné un second mouvement, tout aussi calculé: réduire la dépendance à l'endettement externe. Plutôt que d'emprunter davantage, le gouvernement a coupé, récupéré, asséché les circuits de fuite interne. La corruption n'a pas été traitée comme une faute morale, mais comme une hémorragie stratégique. À l'extérieur, l'inquiétude a monté. À l'intérieur, le soutien s'est consolidé, non par idéologie, mais par visibilité. Les ressources ne disparaissaient plus immédiatement. La politique cessait d'être un discours, elle devenait un mécanisme observable. À partir de là, une ligne a été franchie. Ce qui était présenté comme transitoire devenait structurel. Et le monde a compris que ce processus n'allait pas s'arrêter de lui-même. À partir de 2024, la confrontation a changé de nature, elle a cessé d'être interne, elle est devenue systémique. Ce qui inquiétait désormais n'était plus le discours de Ouagadougou, mais ses effets secondaires. Un État qui renégocie ses contrats, qui limite l'endettement, qui gouverne sans alignement automatique. Ce type de comportement ne reste jamais isolé, il crée un précédent. Et les précédents sont contagieux. La réponse internationale s'est durcie sans jamais se déclarer frontale. Le langage est resté diplomatique, les actes, eux, étaient précis. Coopération sécuritaire réduite, programme conjoint suspendu.
partage de renseignements restreint. Officiellement, il s'agissait de préoccupations liées à la gouvernance. Officieusement, le signal était clair, sortir du cadre à un prix. Ce retrait progressif n'a pas affaibli l'État burkinabé, il l'a exposé. La diminution du soutien extérieur a coïncidé avec une intensification des attaques terroristes dans les zones rurales. Sahel est du pays, des régions déjà fragiles, désormais laissées en première ligne. À ce moment-là, le pouvoir n'a pas reculé. Il a déplacé le risque. L'expansion des volontaires pour la défense de la patrie n'a pas été présentée comme un choix idéologique. Elle a été présentée comme une nécessité opérationnelle. Des citoyens ordinaires intégrés à l'effort sécuritaire, non pas pour projeter la force de l'État, mais pour combler son absence historique. Ce mouvement a divisé. Les critiques ont parlé de militarisation. Les soutiens ont parlé de survie. Ce qui est rarement dit, c'est que cette décision n'a été possible que parce que le pouvoir avait déjà franchi un seuil, les ressources récupérées, l'autorité consolidée, la légitimité déplacée du discours vers l'action. Sans cela, aucune mobilisation n'aurait tenu. En parallèle, la campagne anticorruption a pris une dimension visible, audits transversaux, annulation de contrats, récupération d'actifs. Plus que les montants, c'est le symbole qui a compté. Les privilèges ont été réduits, les signes d'excès effacés. Le pouvoir a cessé de s'afficher comme une récompense. À l'extérieur, le récit médiatique s'est durci. Nationaliste, imprévisible, jeune, des comparaisons historiques lourdes de sous-entendus ont commencé à circuler. Le message n'était pas subtil, ce chemin a déjà été emprunté et il finit mal. À l'intérieur, l'effet a été inverse. La victimisation a cessé, la passivité a reculé. Une société qui commence à se défendre ne se perçoit plus de la même manière. Et une fois cette perception modifiée, il n'y a pas de retour simple à l'ordre ancien. Le moment décisif n'a pas été une déclaration, il a été une livraison. À la fin de 2025, les clés ont été remises. Des familles déplacées ont franchi des seuils qui n'existaient pas quelques mois plus tôt. Des maisons solides, de l'eau courante, de l'électricité solaire, des écoles accessibles à pied. Ce que beaucoup avaient qualifié de propagande s'est matérialisé en béton, en réseau, en rues habitées. La Cité de la Dignité n'a pas seulement modifié le paysage urbain, elle a modifié le rapport entre l'État et la population. Pour des centaines de milliers de personnes, le pouvoir a cessé d'être une abstraction lointaine, il est devenu une présence concrète. Mesurable, quotidienne, c'est ici que le calcul politique a porté ses fruits. Ce projet n'était pas conçu comme une prouesse architecturale, il était conçu comme une preuve, une démonstration que la récupération des ressources pouvait être traduite en résultats visibles sans passer par des circuits de dépendance externe. La structure du projet était essentielle, logement sans dette, sans loyauté imposée, sans conditions politiques. L'État n'achetait pas le soutien. Il installait une nouvelle norme. Quand un gouvernement livre sans exiger, il change l'échelle des attentes. Ce basculement a contraint tous les acteurs. L'opposition n'a pas disparu, mais son angle d'attaque a changé. Il n'était plus possible de dire « cela ne peut pas être fait ». La question est devenue à quel prix? Et ce déplacement du débat a renforcé la position du pouvoir. À l'international, le malaise s'est approfondi. Les récits d'effondrement ne correspondaient plus aux images. L'isolement annoncé n'avait pas produit la paralysie attendue. Au contraire, le pays s'adaptait, pas sans coup, pas sans risque, mais sans implosion. C'est là que la tension a atteint son cœur. Le problème n'était plus Ibrahim Traoré. Le problème était l'exemple. Un État marginalisé venait de démontrer que la défiance ne menait pas mécaniquement au chaos. Cette idée, une fois observée, ne peut plus être effacée. Elle oblige à reconsidérer des modèles entiers de développement, de conditionnalité, de contrôle. À partir de ce point, le débat n'était plus abstrait, il était incarné. Et ce qui est incarné devient difficile à neutraliser par le discours seul. À partir de ce moment, le débat a cessé d'être technique, il est devenu existentiel. La réussite partielle du Burkina Faso a posé une question que le système international évite habituellement de formuler. Que se passe-t-il lorsqu'un État délivre des résultats matériels avant de satisfaire les exigences procédurales? Pendant des décennies, l'ordre dominant a imposé une séquence rigide. D'abord l'alignement politique, ensuite la discipline économique, puis éventuellement le développement. Le Burkina Faso a inversé cette logique et cette inversion a fissuré un consensus.
À l'intérieur du pays, en Arménie, le calcul des citoyens a changé. Pendant des années, les élections avaient été présentées comme la clé de la légitimité. Pourtant, elles n'avaient ni stoppé l'insécurité, ni empêché l'appauvrissement, ni produit des infrastructures durables. La livraison des logements a déplacé la hiérarchie des priorités. Quand la dignité devient tangible, les abstractions perdent de leur monopole moral. Cela ne signifie pas que les risques ont disparu. Au contraire, ils se sont déplacés. Le pouvoir s'est concentré. Le calendrier électoral est resté flou. L'appareil militaire a continué de dominer l'espace politique. Ces éléments n'ont pas été effacés par le béton et les panneaux solaires. Ils ont été rendus secondaires par l'expérience vécue. À l'extérieur, la gêne était palpable. Les récits standards ne tenaient plus. Parler d'effondrement alors que des quartiers entiers s'illuminaient, la nuit devenait intenable. Les critiques ont persisté, mais elles se sont fragmentées. Droits humains, gouvernance, personnalisation du pouvoir, autant de thèmes réels mais désormais concurrencés par une réalité difficile à ignorer. Ce qui inquiétait réellement les observateurs étrangers n'était pas le Burkina Faso en soi, c'était l'effet miroir d'autres États du Sahel observés, d'autres populations comparées. L'idée qu'un gouvernement puisse récupérer des revenus, limiter la dépendance et livrer des infrastructures sans suivre le chemin prescrit devenait dangereuse pour l'ordre établi. C'est ici que la pression scénaristique s'est installée. Si ce modèle est accepté, même partiellement, la négociation devient la norme. S'il est rejeté, la confrontation s'intensifie. S'il est ignoré, il se diffuse sans contrôle. Chaque option a un coût. Aucun acteur ne peut rester neutre indéfiniment. Et au centre de cette équation, la figure de Traoré s'est transformée, moins citée, plus structurel. Le récit a commencé à dépasser l'homme pour interroger le système qui l'avait rendu possible. Le véritable enjeu n'était plus de savoir si cette trajectoire était parfaite, il était de savoir si elle était réversible. Parce qu'une fois que la population a vu ce que l'État peut faire lorsqu'il retient ses ressources, revenir à l'ancienne normalité devient politiquement explosif. À ce stade, la question centrale n'était plus économique ni sécuritaire, elle était symbolique. Le pouvoir au Burkina Faso a cessé d'être mesuré par l'approbation extérieure. Pendant des décennies, la reconnaissance internationale avait servi de certificat de légitimité, accord signé. Programme validé, éloge conditionnel. Ce cadre s'est fissuré lorsque les résultats internes ont commencé à contredire les anticipations externes. La transformation la plus déstabilisante n'a pas été la récupération des revenus miniers ni la construction des logements. Elle avait été psychologique. Une population longtemps habituée à attendre a commencé à observer un État qui agit sans demander. Ce glissement est profond, il redéfinit ce qui est considéré comme normal et donc ce qui devient inacceptable. À l'échelle régionale, le signal a été capté. Le Burkina Faso n'était plus perçu uniquement comme un cas à surveiller, mais comme une référence possible. Pas un modèle à copier mécaniquement, mais une expérience à analyser. Dans le Sahel, où les promesses internationales ont souvent précédé les désillusions, la preuve comptait plus que les intentions. À l'international, l'ajustement a été discret mais réel. Les sanctions évoquées ont été retardées. Les ultimatums ont laissé place à des discussions, non par approbation mais par nécessité. Un système ne peut pas ignorer indéfiniment un acteur qui démontre une capacité d'adaptation sous pression. À l'intérieur du pays, la position de Traoré a évolué. Il n'était plus seulement le visage d'une rupture, il devenait le dépositaire d'une attente collective et cette attente est dangereuse parce qu'elle exige la continuité. Un pouvoir qui livre une fois est sommé de livrer encore. L'échec futur ne serait plus comparé à des promesses passées mais à des réalisations concrètes. C'est ici que la trajectoire devient instable. Soit les gains sont institutionnalisés et le mouvement survit à l'homme, soit il reste personnalisé et tout repose sur une figure unique. L'histoire regorge d'exemples où des révolutions efficaces à court terme se sont figées faute de structures durables. Le Burkina Faso se trouve exactement sur cette ligne de fracture. L'élan existe, la preuve a été apportée. Mais la transformation n'est pas achevée à ce stade. Donc la question n'est plus de savoir si le système mondial a été défié. Il l'a été. La question est de savoir si cette défiance peut se traduire en permanence sans se retourner contre elle-même. À mesure que l'élan s'est consolidé, le récit a changé de porteur.
Il ne s'agissait plus de convaincre l'extérieur, il s'agissait de gérer l'intérieur. Le Burkina Faso est entré dans une phase plus silencieuse mais plus risquée, celle où les symboles doivent se transformer en règles et où l'exception doit devenir structure. La livraison des logements a élevé le seuil d'exigence collective. Ce qui était autrefois perçu comme un exploit est devenu une attente minimale. C'est ici que le pouvoir rencontre sa contrainte la plus sévère. Les gains visibles ne protègent pas indéfiniment contre l'usure politique, ils l'accélèrent même. Une population qui a vu l'État agir ne tolère plus l'inaction, même partielle. Chaque retard devient suspect, chaque compromis est scruté. Dans ce contexte, l'absence de calendrier électoral clair reste une ligne de tension. Les soutiens du pouvoir la relativisent au nom de l'efficacité. Les critiques y voient une faille structurelle. Les deux lectures coexistent, mais elles ne peuvent pas durer indéfiniment sans entrer en collision. À mesure que les conditions matérielles s'améliorent, la demande de participation formelle tend à réapparaître. À l'extérieur, la perception s'est stabilisée sans se résoudre. Le Burkina Faso n'est plus présenté comme un État en chute libre, mais il n'est pas pleinement réintégré dans les circuits de confiance traditionnels. Il occupe un entre-deux inconfortable, trop autonome pour être ignoré, trop atypique pour être pleinement embrassé. C'est précisément cet entre-deux qui rend l'exemple burkinabé potentiellement influent. Il montre qu'un État peut suspendre certaines normes sans sombrer immédiatement, mais il montre aussi que cette suspension a un coût cumulatif. La pression ne disparaît pas, elle change de forme. À ce stade, le récit n'a plus besoin de Traoré comme figure centrale. Son nom s'efface progressivement au profit d'une question plus large. Que devient un pouvoir né de la rupture lorsqu'il est confronté à la normalisation? Parce qu'il y a toujours un moment où l'exception cesse d'être justifiable. Et lorsque ce moment arrive, seuls les mécanismes survivent, pas les slogans, pas les figures. Le Burkina Faso approche de ce seuil. Ce qui a été gagné peut être perdu, ce qui a été prouvé doit maintenant être protégé. À la fin qu'il en récit, il ne reste pas un homme, il reste une trace. Le Burkina Faso n'est ni devenu un modèle achevé, ni un contre-exemple effondré. Il est devenu quelque chose de plus dérangeant, une démonstration incomplète mais irréfutable. Une nation longtemps sommée d'attendre a choisi d'agir et cette décision a produit des effets que le discours seul ne peut plus effacer. Ce qui a changé n'est pas seulement matériel, oui, des maisons ont remplacé des tentes, oui, l'eau et l'électricité ont cessé d'être exceptionnelles pour certains quartiers, mais le basculement réel est ailleurs. Il réside dans la redéfinition de la légitimité. Quand la dignité devient vécue, elle cesse d'être négociable. L'histoire n'a pas encore tranché, les risques demeurent. La concentration du pouvoir, l'absence d'institutions pleinement stabilisées, la tentation de confondre l'élan avec la permanence. Rien de cela n'a disparu, mais une autre réalité s'est imposée avec la même force. Des décennies de conformité n'avaient pas livré ce que quelques années de rupture ont commencé à produire. C'est cette tension que le monde peine à accepter, non parce qu'elle glorifie la défiance, mais parce qu'elle remet en cause une hiérarchie implicite, celle qui prétend que l'autorisation précède toujours l'action. Le Burkina Faso a inversé cet ordre, et en le faisant, il a forcé une question que beaucoup préféreraient éviter. Si la souveraineté ne se demande pas mais s'exerce, alors qui décide des règles? Si le développement commence par la rétention des ressources, alors qui perd le contrôle? Et si la dignité arrive avant la validation extérieure, alors à quoi sert encore la validation? Ce récit ne demande pas l'adhésion, il impose un choix intellectuel. L'ignorer, c'est accepter que les anciennes règles restent incontestées. Le rejeter, c'est reconnaître qu'elles sont fragiles. Le partager, c'est admettre que le débat est ouvert, parce que dans un monde gouverné par les narratifs, la preuve reste l'arme la plus déstabilisante et une fois qu'elle est visible, le silence n'est plus neutre. À chacun maintenant de décider ce qu'il fait de cette réalité.